Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée. Et d'ici quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Florence Sueur pour le retour du bar de l'économie entre 9h jusqu'à 10h30. Des bisous. À demain. Bonne journée. À demain. Bisous, bisous. Ciao. Bonne semaine. De l'info, du partage, des rencontres, bienvenue au bar de l'économie, présenté par Florence Sueur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, je suis ravie de vous retrouver. Youpi, merci beaucoup, on a un premier invité, ça y est, le déconfinement commence, on a un premier invité avec nous en studio. En tout cas, bienvenue au bar de l'économie. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Philippe à la technique. Merci pour votre fidélité, que ce soit en vidéo live, en FM ou bien en web radio sur le site internet idfm98.fr. Pour écouter cette émission, eh bien, vous pourrez vous connecter sur la chaîne YouTube. Nous la mettrons dans l'après-midi en ligne. Alors au menu du jour, eh bien, pour la dernière fois, 5 minutes sur le Covid avec notre expert, le professeur Gilbert Deray. Nous aurons bien sûr une lecture du jour et puis peut-être un petit documentaire à vous proposer sur Arte. Nos invités du jour, eh bien, en principe, nous attendons Jean-François Benon qui sera avec nous pour parler du CEVO, le comité d'expansion de l'aéronautique, et nous ferons un point, bien sûr, au niveau de l'aéronautique, nous ferons un point sur les recherches de sites par des entreprises. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Nous ferons un point également sur les rencontres virtuelles avec les entreprises du parc technologique russe de Skolkovo début juin. Et puis, notre invité également du jour, c'est Laurence Denou. Bonjour. Bonjour. Laurence Denou, vous êtes directeur général de Novair, le fabricant français spécialisé dans les systèmes de gaz médicaux depuis 1977, et vous êtes installé près de Roissy. Alors, vous concevez et fabriquez des solutions de production d'hygiène in situ, c'est-à-dire, ça veut dire où on veut, vous les installez partout où on vous en demande, et on appelle cela, bien sûr, des générateurs d'oxygène, et vous les exportez dans le monde entier, donc on en saura plus tout à l'heure. Bonjour à Jean-François Benon qui vient d'arriver dans notre studio. Bonjour. Il faudra bien vous approcher du micro, oui. Jean-François, s'il vous plaît, bien sûr, pour qu'on vous entende. Mais tout de suite, nous partons pour les infos du jour avec nos 5 minutes sur le Covid. Le Covid, comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. On me pose une question sur l'aspirine. Est-ce que si je prends de l'aspirine, ça va me protéger contre le Covid ? Alors, il y a beaucoup d'éléments, c'est une question passionnante. La première, c'est que l'aspirine n'a aucun effet antiviral, donc la réponse est non. Le deuxième élément, attention, si vous prenez l'aspirine à forte dose, 500 mg ou 1 g, vous allez avoir un risque de thrombose de caillots plus important. Je vous le déconseille, on est dans le cadre de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on vous déconseille de prendre. Par contre, attention, si vous prenez de l'aspirine à petite dose, parce que vous avez fait un infarctus ou un accident vasculaire, c'est-à-dire 115 mg ou 200 mg, surtout vous continuez, parce que là vous avez l'effet inverse. C'est catastrophique avec ça. Et donc l'aspirine ne vous protège pas, et l'aspirine à petite dose, c'est bon pour empêcher les caillots. On entend bien avec le justement, les caillots. On en a beaucoup parlé. On a parlé des thromboses veineuses, on a parlé des caillots dans le cœur, on a parlé des caillots dans le rein. Cette question sur l'aspirine, elle fait écho à ça finalement. Alors absolument. Alors attention, quand j'ai dit que ça protège des caillots, ça protège contre l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, ça c'est classique. Mais je ne peux pas vous dire, moi, ce jour, que de prendre de l'aspirine vous protège contre cette crainte des embolies pulmonaires qu'on a constaté chez les patients qui ont cette maladie, le Covid. Et on a constaté que chez les patients qui étaient en hôpital avec des troubles respiratoires, jusqu'à un quart d'entre eux avaient fait en fait des embolies pulmonaires, même petites, mais des embolies pulmonaires. Donc à ce jour, je ne peux pas vous dire que l'aspirine protège contre ça. Et d'ailleurs, on les met plutôt sous anticoagulants d'une autre nature, par voie injectable, pour les traiter ou pour les protéger d'une embolie pulmonaire. Donc, vous, en résumé, vous continuez votre aspirine à petite dose, vous ne changez rien, ça ne vous protège pas contre le fait d'attraper le Covid-19. Je ne peux pas vous dire que ça vous protège contre l'embolie pulmonaire, mais ça vous protège contre la récidive de l'infarctus ou de l'AVC que vous avez pu faire. On va continuer sur les anticoagulants. Anticoagulants thrombolytiques, la différence. Alors, les anticoagulants, en fait, ça va vous empêcher que le caillot se forme.
et ça va empêcher qu'un caillot qui soit formé devienne plus important. Le thrombolytique, c'est fait pour dissoudre le caillot, mais c'est beaucoup plus agressif, ça comporte plus de risques. Donc quand on a une embolie pulmonaire, par exemple, en règle générale, ou un infarctus, c'est plutôt des anticoagulants qu'on donne pour empêcher que le caillot s'étende, qu'il se dissolve doucement. Toujours pour rester sur le sujet du sang, on avait parlé, il y a quelques émissions de ça, de l'ion de fer qui empêchait le transport d'oxygène sous l'action du virus qui le dissociait de l'hémoglobine. On en est où de ce fameux ion de fer? Est-ce que c'est une piste qui a été confirmée? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors, ni confirmé ni infirmé, on n'en sait rien de plus. On a toujours ce problème de baisse brutale de l'oxygène chez nos patients. Peut-être aussi quand même qu'on avait sous-estimé justement le problème des embolies pulmonaires qui semblent prendre une place prééminente. Rien de plus pour l'instant, on continue à étudier ce problème pour savoir si ce déplacement de l'oxygène par le virus et la libération du fer qui en résulte jouent un rôle ou non majeur dans les effets secondaires du Covid. Question suivante pour l'ion de fer. On dit, puisque l'ion de fer empêche le transport d'oxygène, si cette piste est avérée, pourquoi on ne fait pas des transfusions massives aux gens? Parce que si vous avez déjà la quantité de sang que vous devez avoir, je vous fais une transfusion massive, je vais augmenter énormément le risque de caillots, de thrombose. C'est pas bon d'avoir trop de sang dans le corps non plus. Par ailleurs, si votre virus, il a déplacé votre fer et votre oxygène, il va faire la même chose avec le sang que vous allez mettre dans le corps. Donc la bonne solution, c'est pas celle-là, ce serait de trouver un moyen pour que le virus ne se fixe pas sur l'hémoglobine, ou trouver un moyen pour avoir beaucoup plus d'oxygène, comme par exemple, vous savez, ce liquide qui vient du ver marin qui devait être expérimenté, qui pour l'instant a été bloqué. Ça, c'est une voie intéressante. On nous parle aussi de l'angioscanner. Et on nous demande pourquoi, alors que c'est un examen qui s'avère extrêmement fiable, pourquoi on n'en fait pas plus? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'en aura pas assez avec les angioscanners pour faire à tout le monde. La deuxième raison, c'est quand vous faites un angioscanner, vous injectez un produit qui s'appelle le produit de contraste iodé, qui aussi peut donner des effets secondaires. Il faut le réserver à des patients qui ont des signes pulmonaires pour détecter les atteintes pulmonaires du Covid et les embolies pulmonaires. L'angioscanner, il est prédictif de la gravité de la maladie? Alors, c'est un élément qui, oui, quand il vous montre soit des embolies pulmonaires, soit de fortes lésions, vous fait dire quand même que le Covid est important. Merci, professeur Deray, et à demain pour plus de précision. Voilà, c'était donc pour la dernière fois, 5 minutes sur le Covid. Alors, je voulais aussi vous parler un petit peu de la grippe, parce qu'on s'émeut peu de la grippe saisonnière qui pourtant frappe chaque année. Et pour la saison 2018-2019, elle a fait 8100 morts selon Santé publique France. Et c'est en 2014-2015 qu'il y a eu un épisode exceptionnel avec 18 300 décès. Voilà, ça évitera qu'on entende un peu tout et n'importe quoi sur la grippe. Pour le Covid, nous en sommes à 142 291 cas confirmés, plus de 19 000 personnes en hospitalisation en cours, plus de 2000 personnes en réanimation, bien sûr en cours toujours, 61 000 personnes ont pu retourner chez elles, 17 400 personnes sont décédées à l'hôpital et plus de 10 000 personnes sont décédées en EHPAD. Voilà les derniers chiffres du Covid. Et puis maintenant, écoutez, on va reprendre un petit peu notre vie habituelle. Si vous avez des questions à nous poser sur le Covid, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on posera les questions au professeur Gilbert Deray. Si vous voulez reprendre quelques questions, il ne faut pas hésiter à nous envoyer donc des messages par Facebook ou par mail. Autre info du jour, c'est l'assurance maladie risque professionnel qui propose une subvention pour aider les TPE, PME et travailleurs indépendants à prévenir le Covid au travail. À partir d'aujourd'hui, une subvention, ça s'appelle Prévention Covid, vous aidera à financer vos équipements de protection pour le Covid-19 afin de respecter la mise en place, bien sûr, des mesures dites barrières. Donc, je rappelle, distanciation physique, hygiène et nettoyage. Le financement sera limité jusqu'à 50% de l'investissement effectué par l'entreprise pour s'équiper en matériel, que ce soit pour les salariés exposés ou pour les publics accueillis en installation permanente ou temporaire. Cette subvention concerne tous les achats ou locations même réalisés depuis le 14 mars et jusqu'au 31 juillet 2020. L'entreprise pourra faire sa demande et adresser les factures des matériels achetés ou loués jusqu'au 31 décembre 2020. Mais attention, il y a une liste de matériel subventionné. Le montant de la subvention versée par la caisse régionale est limité à 5 000 € par demande et cela représente une enveloppe
exceptionnel estimé à 20 millions d'euros. Si vous voulez plus d'infos, eh bien vous allez sur le site amelie.fr/entreprise et un dossier de demande est disponible en ligne à adresser à votre caisse régionale de rattachement avant, je rappelle, le 31 décembre 2020 et c'est donc pour le matériel que vous aurez acheté entre le 14 mars et le 31 juillet 2020. On va demander justement à nos invités du jour, est-ce qu'ils ont déjà estimé le budget qu'ils allaient devoir dépenser? Laurence Zenou. On ne l'a pas estimé sur une longue période, on l'a estimé à court terme. Là, on a acheté pour environ 2 000 euros d'équipements de protection, donc essentiellement des masques, des visières aussi pour les personnels de production et du gel hydroalcoolique. Donc voilà, c'est les achats auxquels se rajoutent des prestations additionnelles qui sont demandées à notre entreprise de nettoyage pour assurer une hygiène la plus parfaite possible, notamment au niveau des poignées de porte, des choses comme ça. Jean-François Benon, vous aussi, vous allez devoir équiper beaucoup de monde. Quel budget cela représente pour vous? C'est difficile à dire, c'est quelques milliers d'euros sans doute aussi sur la durée. On a, comme les uns et les autres, on a effectivement mis en place à la fois les mesures de distanciation, mais c'était assez facile parce que nos bureaux sont des bureaux individuels, on n'a pas d'open space chez nous, donc c'est plus facile. Et puis on a acheté effectivement le gel nécessaire. On a eu une chance, c'est que dans le cadre de nos relations internationales avec nos amis chinois, on a reçu quelques dotations de masques qui nous ont été offertes. On en a offert pour les services du département et qui ont été remis à des personnels soignants. On en a gardé quelques-uns pour nos salariés. Et on a effectivement investi, comme tout le monde, dans des plaques en plexiglas pour l'accueil, enfin, tous les matériels qui sont d'ailleurs, il faut le dire, pour beaucoup produits dans le Val d'Oise. On essaye d'acheter Made in Val d'Oise, Made in 95, c'est normal. Et donc on a identifié, et on tient d'ailleurs ces listes à disposition des entreprises locales, toutes les listes des fournisseurs dans le Val d'Oise qui produisent, qui fabriquent des visières, des blouses, enfin, tous les matériels qu'on a vu croître pendant cette période difficile depuis quelques semaines. On a la chance d'avoir des fabricants dans le Val d'Oise, il faut le faire savoir et acheter localement. Voilà. Alors un nouveau site pour vous aider, c'est le site acheteur-assurance-crédit.fr qui vous facilite l'inscription au portail des principaux assureurs crédit pour être informé en avance des changements de position de ces assureurs justement. C'est un outil essentiel pour anticiper vos décisions et entamer un dialogue avec les assureurs crédit afin de les éclairer sur la situation de votre entreprise et de leur donner des informations permettant éventuellement de réévaluer positivement votre niveau de couverture. Alors certaines compagnies se sont engagées avec le ministre de l'économie et des finances et la médiation du crédit. C'est une convention qui a été signée en juin 2013, mais je voudrais vous rappeler ceux qui ont signé, c'est Atradius, AXA, Assure-Crédit, La Coface, Euler, Hermès France, Groupama, Assurance Crédit. Mais en cas de difficulté, vous savez que vous pouvez toujours faire appel à la médiation du crédit sur le site médiateur-crédit.banque-france.fr. Autre information du jour, c'est pour favoriser la pratique du vélo et désengorger les transports en commun et puis éviter surtout le recours à la voiture individuelle. La région Île-de-France et tous les départements s'associent pour développer de nouvelles voies cyclables temporaires. L'État et les collectivités ont, au cours de cette dernière semaine, mis en place un réseau de voies cyclables qui va être modulable et puis qui va être augmenté jusqu'à 150 km. Certaines voies sont déjà opérationnelles. Ça représente environ 50 km pour la région Île-de-France. En tout cas, si vous voulez suivre l'ouverture de ces voies temporaires cyclables, eh bien, il faut aller sur vélo-île-de-france.fr. Un exemple, le pont de Clichy a été réduit à une voie, donc ça va être très difficile pour les voitures de passer. Et ça va durer donc encore un certain temps puisque les 150 km, je vous le rappelle, seront mis jusqu'à la mi-juin. Autre info du jour, c'est la reprise des vols commerciaux à l'aéroport de Lille au plus tard le 15 juin, avec des vols des compagnies Air France et Ryanair vers Lyon et Marseille, a annoncé samedi l'aéroport dans un communiqué. Donc c'est une reprise progressive toute petite pour Air France. À compter du 15 juin, donc, Air France reliera de Lille à Lyon 3 fois par semaine avec des vols chaque lundi, vendredi et dimanche.
Et à compter du 23 juin, Ryanair opérera 2 vols chaque semaine, les mardis et samedis vers Marseille. Une reprise des vols avant le 15 juin d'autres compagnies n'est pas à exclure, selon un porte-parole de l'aéroport. Ryanair a annoncé mardi viser une reprise à 40% de ses vols d'ici le mois de juillet. Air Canada, par contre, va réduire jusqu'à 60% de ses effectifs afin d'économiser et d'adapter ses opérations au niveau de trafic attendu à moyen terme. Et d'après la presse canadienne, le syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les membres d'équipage d'Air Canada, a déclaré que la compagnie demandait aux employés de réduire leur temps de vol, de prendre des congés pour une durée maximale de 2 ans ou de démissionner tout simplement, tout en conservant les privilèges de voyage. Alors, Laurent Zenou, les vols commerciaux, ça vous importe que ce soit réouvert le plus vite possible ? Oui, principalement les vols commerciaux internationaux, puisque nous travaillons beaucoup à l'export. Donc c'est pour nous très important de pouvoir se déplacer pour pouvoir assurer la maintenance des équipements, les mises en service. On a notamment une personne de notre entreprise qui est restée coincée presque 2 mois à Wallis et Futuna parce qu'il était là-bas au moment où le confinement a démarré pour faire une mise en service, et puis il n'y a plus aucun vol commercial pour le ramener. Bon, là, il a finalement pu rentrer, heureusement, mais c'est vrai que pour nous, c'est un vrai frein de ne pas pouvoir se déplacer, à la fois pour rencontrer nos clients et puis pour assurer la mise en service d'installation. Alors, Laurent Zenou, je rappelle que vous êtes le directeur général de Novair. Quel pourcentage dans votre chiffre d'affaires représente l'export ? Ça représente entre 70 et 80%. Donc c'est énorme pour vous. En ce moment, le manque à gagner est énorme. Alors, c'est pas forcément un manque à gagner, puisqu'on trouve quand même des solutions. On a des ingénieurs qui sont eux-mêmes déjà localisés dans différents pays du monde. Donc on a des solutions pour intervenir, mais ça complexifie quand même énormément la chose. Alors on va parler des vols commerciaux, mais il y a aussi les vols tout simplement de marchandises. Aujourd'hui, pour faire venir du matériel de Chine ou d'autres pays d'Asie qui sont des gros pourvoyeurs, c'est très compliqué. Il faut réserver les vols longtemps à l'avance, les prix ont décuplé, et donc ça ralentit énormément la chaîne d'approvisionnement dans un contexte où au contraire nous devons livrer beaucoup plus rapidement nos clients. Dernière info du jour, la Commission européenne donnera son avis d'ici le 17 juin sur le projet de rapprochement entre PSA et Fiat pour un montant de 50 milliards d'euros. Les 2 constructeurs automobiles avaient annoncé leur fusion, enfin leur souhait de fusion en décembre dernier. Et si cet accord est accepté par la Commission européenne, eh bien, ça donnera le 4e acteur mondial du secteur. Et sous la même entité, les marques du groupe sont, pour le groupe italo-américain, ce sera Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, et celle du constructeur français Peugeot, Citroën, DS et Opel. La Commission européenne peut approuver l'opération avec ou sans condition, ou bien ouvrir une enquête approfondie d'environ 4 mois après la fin de l'examen préliminaire si elle relève d'éventuels problèmes liés à la fusion. Allez, on va tout de suite faire une petite promenade musicale grâce à notre DJ Charlie et on revient dans quelques secondes. Jean-François Benon, merci d'être avec nous aujourd'hui en studio, tout comme Laurent Zenou, merci beaucoup. Vous êtes Laurent Zenou, le directeur général de Novair. Jean-François Benon, vous êtes le directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Alors la bonne nouvelle, j'allais dire, pour la reprise, si je puis dire, c'est la recherche de sites par des entreprises qui a redémarré finalement. Écoutez, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée, mais on est assez agréablement surpris. Mais on pensait que cette période, évidemment, serait un coup d'arrêt assez brutal sur les projets des entreprises. Et étonnamment, on a actuellement sous le coude des beaux dossiers de recherche de sites d'implantation pour des activités industrielles, à la fois dans le domaine automobile, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine des biotechnologies ou des technologies de la santé, ça on peut le comprendre. Mais on a actuellement à traiter sur le Val d'Oise comme dans d'autres départements de l'Île-de-France d'ailleurs, puisqu'il y a des dossiers qui cherchent dans plusieurs sites possibles en Île-de-France, des dossiers importants avec plusieurs centaines de créations d'emplois industriels. Et on est assez surpris, agréablement surpris, parce qu'on passe beaucoup de temps depuis quelques semaines, depuis deux mois, sur les difficultés que rencontrent les entreprises. C'est une réalité extrêmement forte et je pense que malheureusement on va avoir à faire beaucoup de travail collectif pour accompagner ces dirigeants d'entreprise dans les semaines et les mois qui viennent. Il va y avoir évidemment de grandes difficultés compte tenu de l'activité
activité tout simplement économique. Et en même temps, paradoxalement, on passe du temps sur des recherches de sites d'implantation pour des entreprises importantes. Voilà, donc c'est un clignotant que je voulais signaler, vous avez raison, parce que il faut aussi se donner un petit peu de l'espoir. Hein. Notre pays a été arrêté brutalement pendant une très longue période et c'est lourd pour l'activité économique, mais en même temps on voit qu'on a des industriels qui se projettent dans le futur et c'est un bon signal sur l'attractivité. Et les dossiers dont je parle sont pour la plupart des dossiers internationaux, avec des capitaux étrangers, donc c'est assez rassurant quelque part, malgré tout. Est-ce qu'on peut donner une idée des secteurs d'activité? Oui, je vous ai dit un peu rapidement, on a des beaux dossiers qui nous occupent actuellement fortement, ça nous mobilise parce que ce sont des dossiers difficiles, dans lesquels la compétition est réelle et forte. Un dossier important dans le domaine des télécommunications, on voit bien que c'est un secteur qui reste très fort. Un dossier sur le domaine de l'industrie automobile, et malgré la crise qui est réelle, on a des investissements qui se décident. On voit bien que les technologies sont en train d'évoluer dans l'automobile. On commence à parler de l'hydrogène, électrique, etc. Et les composants. Et puis on a un dossier qui concerne les biotechnologies, la santé. Ça paraît plus cohérent par rapport à la période. Voilà 3 dossiers concrets que l'on a. On a tout un tas de dossiers plus modestes. Mais ceux dont je vous parle sont des usines pour des vraies possibilités de création d'emplois sur le territoire. Alors on fait le maximum. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais en tous les cas, ces dossiers sont ouverts et nous occupent dans les équipes du CEVO. Alors, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont quand même en crise. Peut-être on en reparlera tout à l'heure, si vous voulez bien, Jean-François Benon, au niveau de l'aéronautique notamment, mais pas que. Demain, je vais annoncer donc, notamment dans tout ce qui est mode, les difficultés de pas mal de groupes. Donc ça, je le garde pour demain pour les infos du jour. En tout cas, vous, ce que vous avez développé également, ce sont des rencontres virtuelles avec notamment le parc technologique russe. Et ces rencontres auront lieu en juin. Donc finalement, ça remplace les salons un petit peu, c'est ça? Il faut évidemment avoir de l'imagination. Aujourd'hui, les réunions se passent à distance. On voit d'ailleurs à quel point les outils techniques le permettent avec une certaine facilité. On a été très surpris les uns et les autres dans les entreprises et ailleurs pour voir comment, compte tenu de la mise en place un peu massive du télétravail, les équipes ont pu s'adapter rapidement et comment un certain nombre d'outils qui étaient un petit peu pas forcément très connus ont pris leur part aujourd'hui dans les fonctionnements des entreprises à distance. Eh bien c'est pareil, vous avez raison pour les manifestations, y compris internationales, qui regroupent des personnes qui sont dans des pays différents. Puisque là, la distance finalement n'a pas beaucoup d'importance, sinon le décalage horaire. On était engagés au CEVO, nous, dans la préparation de nombreux salons qui ont été les uns après les autres annulés. Nous devions aller à Barcelone au Salon mondial des télécommunications, qui a été le premier grand salon annulé, un salon considérable, avec 80-90 000 participants, brutalement annulé pour la ville de Barcelone. Ça a été le signal, le point de départ d'ailleurs de l'annulation en série de salons. Le salon MIPIM à Cannes, qui est le grand salon de l'immobilier, l'entreprise a été également annulée, repoussée, puis ensuite annulée. On devait également aller à Genève au salon de l'aviation d'affaires, qui a été le salon eBay, qui a été également annulé, ainsi de suite. Donc quasiment tous les salons, évidemment, ont été annulés ces derniers temps, ce qui d'ailleurs pose un vrai problème économique à ce segment du marché, parce que derrière tout ça, il y a des organisateurs d'événements, mais il y a tous les fournisseurs, les traiteurs, les services de gardiennage, l'hôtesse, etc. Enfin, et dans le Val d'Oise, on est très touché par ça, notamment autour du parc des expositions de Villepinte, qui jouxte le Val d'Oise et qui fait travailler énormément d'entreprises du département. Alors nous, on a continué à travailler avec nos collègues à l'étranger avec les moyens que l'on peut. Et effectivement, nous sommes engagés depuis 3 ans maintenant, de plus de 2 ans et demi, dans une relation entre la fondation qui gère le technoparc de Skolkovo. Skolkovo, c'est 12 km du centre de Moscou, c'est le plus grand parc technologique de Russie. C'est un peu la Silicon Valley russe, pour dire les choses comme elles sont. Et il se passe dans ce parc technologique énormément de choses en matière de recherche, de développement académique. Il y a des universités, des écoles d'ingénieurs de très haut niveau. Et il y a des échanges que nous avons initiés avec eux depuis 2 ans. Avec des visites de délégations russes qui viennent régulièrement dans notre territoire.
et nous nous sommes déplacés sur place et également avec des délégations d'entreprises. Et là, l'idée a été d'organiser effectivement des rencontres interentreprises de haut niveau technologique. Cette manifestation devrait se dérouler dans les premiers jours du mois de juin. On attend la date définitive autour du 2-3 juin, je crois. Et nous avons décidé de la faire de façon virtuelle, c'est-à-dire que les entreprises que nous allons mobiliser et les intervenants techniques que nous allons mobiliser vont se réunir pendant 3 jours sous la forme d'une convention d'affaires avec des rencontres B2B à distance. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que l'activité est peut-être arrêtée compte tenu des complexités de mobilité, mais il ne faut surtout pas arrêter les échanges, y compris les échanges internationaux avec des partenaires de ce type-là, de la même façon que nous travaillons avec nos collègues japonais, avec nos collègues chinois ou nord-américains à distance, parce qu'il faut que l'activité continue, que l'innovation progresse, que les chercheurs continuent à échanger, et on voit bien dans des domaines liés à la santé combien l'évolution de la recherche est importante. Voilà. Donc c'était un rappel d'une manifestation dans laquelle nous allons être quasiment co-organisateurs avec Skolkovo. Il y aura des participants de différents pays du monde et c'est un joli signal de la coopération internationale dans la recherche. Et là, quels sont les thèmes sur lesquels, quel va être le thème de ces rencontres? Il y a plusieurs domaines, on est vraiment dans les technologies innovantes. Il y a un domaine dans lequel nos amis russes sont très puissants, ils sont puissants dans beaucoup de domaines, mais il y a un domaine dans lequel on travaille avec eux, et il y a pas mal d'entreprises russes sur notre suggestion vont participer à un concours qui est organisé à la fois par l'Agence régionale de développement de Choose par les régions et par Aéroports de Paris pour faire émerger des technologies innovantes en matière de sécurité dans les aéroports. Il y a un concours qui est lancé et nous avons assuré la promotion de ce concours international. Nous avons assuré la promotion de ce concours notamment auprès de nos amis de Skolkovo, et on a été très heureux de voir que plusieurs entreprises technologiques de pointe dans la sécurité, et les Russes encore une fois sont très en pointe dans ce domaine, c'est le cas de le dire, ont décidé de participer à ce concours. Et donc on a à Skolkovo une vraie concentration d'innovation technique qui prennent tout leur sens aujourd'hui. Les Russes sont très en avance sur, par exemple, toutes les technologies qui permettent de passer les portiques de sécurité sans s'arrêter. On sait combien, quand on prend l'avion, c'est pénible d'avoir à se déshabiller, enlever ses chaussures, enlever ses vêtements, son manteau, à vider ses poches, etc. Les Russes sont en train de développer des technologies pas que les Russes, mais ils sont très en avance là-dessus, qui permettent de passer directement sans s'arrêter. Et les machines sont capables de détecter tout ce qui peut être explosif, tout ce qui peut être substance interdite, sans s'arrêter, ce qui fluidifie évidemment le passage dans les aéroports. On voit la même chose aujourd'hui dans les technologies liées à la prise de température à distance. Le groupe Aéroports de Paris vient de se doter à Roissy, comme ça existe déjà dans d'autres pays du monde d'ailleurs, des caméras thermiques qui permettent à la volée, lorsqu'on circule, de vérifier la température de chaque passager qui arrive. Et des technologies de ce type de technologies sont évidemment également très développées par les Russes qui sont en pointe sur la télémédecine et toutes les technologies électroniques liées à la santé, par exemple. Voilà. Ils sont évidemment très forts également dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et dans beaucoup d'autres domaines. Mais là, avec Skolkovo, actuellement, on a un gros travail autour des technologies aéroportuaires. Le Val d'Oise est marqué par la présence des aéroports. Et tout ce qui peut permettre d'améliorer les technologies de sécurisation à la fois sanitaire et en matière de risques terroristes ou de risques d'intrusion sont les bienvenus, et cette coopération peut être prometteuse, je crois. Merci beaucoup pour ce point d'information. Et donc, on en saura un petit peu plus après sur voilà, les détails, voilà, parce que je suppose qu'il y a d'autres pays également en lice. Oui, bien sûr. Sur la sécurité, il y a aussi les Israéliens qui sont très forts. Les Israéliens sont éminemment puissants dans ce domaine, avec des vrais sauts technologiques. C'est des entreprises qu'on a des liens également avec quelques entreprises israéliennes que l'on avait l'habitude de rencontrer lors du salon de la téléphonie mobile. Qui dit téléphonie dit nécessité d'énormément d'évolution sur la cybersécurité. Et chaque année, nous avions des liens avec les entreprises israéliennes. Nous avons échangé également à plusieurs reprises avec l'ambassade d'Israël en France, qui est un partenaire pour nous important dans ces technologies. Et vous avez raison de souligner que Israël est effectivement en pointe dans ces domaines.
Merci pour ce petit point économique, Jean-François Bonnon. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CEVO, le comité d'expansion économique du Val d'Oise. Alors, Laurent Zenou, vous êtes donc le directeur général de Nover, fabricant français spécialisé dans les systèmes de gaz médicaux depuis 1977. Vous êtes installé d'ailleurs près de Roissy. Alors, expliquez-nous un peu ce système de générateur d'oxygène que vous exportez dans le monde entier, qui équipe hôpitaux publics ou cliniques privées. C'est une technologie qu'on connaît finalement peu en France. Alors, en fait, très simplement, dans l'air ambiant, vous avez essentiellement de l'azote et de l'oxygène. Et notre technologie permet de séparer ces gaz pour produire, donc au choix, de l'azote ou de l'oxygène de manière très concentrée, in situ. C'est-à-dire que nos équipements s'installent sur le lieu où consommer le gaz. Donc, si on prend l'exemple du médical, nous installons ces générateurs d'oxygène dans les hôpitaux pour alimenter le réseau de distribution de l'hôpital, et in fine alimenter le patient dans la chambre, dans le bloc opératoire ou en réanimation. Vous voyez ces prises avec marqué oxygène, air vide sur le mur. Bien sûr. Voilà. Donc, la prise, c'est le point terminal. Derrière cela, vous avez un réseau de distribution. Et à l'entrée de ce réseau de distribution, vous devez injecter de l'oxygène. Et notre technologie permet de produire cet oxygène sur site directement dans l'hôpital, quand il s'agit d'oxygène médical, ou bien quand il s'agit d'un industriel, directement dans l'industrie, de produire l'azote ou l'oxygène dont a besoin l'industriel. Donc pour qu'on le comprenne bien, c'est-à-dire que finalement, au lieu d'avoir des bonbonnes d'oxygène qui arrivent et qu'on stocke, finalement là, le générateur va utiliser l'air qu'il aspire, j'imagine, de l'extérieur, il va le purifier pour le transformer en oxygène pour un malade, c'est bien ça? Effectivement, aujourd'hui, si on regarde la France, on prend l'exemple de la France, la plupart des établissements de santé s'alimentent encore en oxygène en achetant cet oxygène comme un consommable en fait, et ils se le font livrer en camion, de manière conditionnée en bouteille ou sous forme liquide. Et donc ils surveillent leur stock, et dès l'instant que leur stock baisse, ils vont réapprovisionner. Donc c'est pour ça que pendant cette pandémie, je rappelle, c'est une maladie respiratoire, donc l'oxygène est l'élément essentiel pour traiter le patient. Il y a eu des tensions très très fortes dans l'approvisionnement d'oxygène, puisque les capacités de stockage dans les hôpitaux n'étaient pas dimensionnées pour de telles consommations, et donc on nécessitait des rotations de camions incroyables, et donc de vraies tensions. Nous, ce que nous proposons, c'est d'affranchir finalement l'hôpital de toutes ces contraintes logistiques, de supprimer ces camions et d'installer un équipement qui va sur place faire la séparation des gaz de l'air et le produire de manière conformément évidemment à un protocole de production qui permet de garantir la qualité médicale de l'oxygène, puisqu'on parle d'oxygène médical, mais de produire sur site à partir de l'air ambiant. Voilà. Donc finalement, l'hôpital ou la clinique devient son propre fournisseur. L'hôpital devient autonome, devient son propre producteur, et effectivement dispose de sa propre capacité de production qui est dimensionnée pour assurer une production même en cas de pic de consommation très important, puisque évidemment les capacités de production ne sont pas dimensionnées de manière trop juste. On parle de coefficient de surdimensionnement d'au moins x2 voire x3. Donc en théorie, une clinique ou un hôpital qui serait autonome en matière de production d'oxygène pourrait voir sa consommation d'oxygène doubler voire tripler sans avoir à s'inquiéter. Alors c'est théorique, parce que pour qu'un hôpital triple sa consommation, ça veut dire qu'il faut quand même tripler le nombre de malades. Mais c'était bien le cas en ce moment avec la crise du Covid de toute façon. On l'a vu, les hôpitaux qui étaient équipés par nous, alors en France, mais aussi beaucoup, puisque c'est ce qu'on a dit en introduction, on travaille beaucoup à l'export, les hôpitaux qui étaient équipés par nous. Vous avez dit que vous exportiez entre 60 à 70% de votre fabrication. Donc finalement, la France a du retard, d'après ce qu'on a compris tout à l'heure en introduction quand vous l'avez dit. La France est pour nous encore aujourd'hui, malheureusement, un très petit marché. On a beaucoup de difficultés à percer en France, parce qu'il y a cet usage en France qui est d'acheter de l'oxygène à un fournisseur extérieur, et
c'est long, c'est une démarche assez longue et compliquée que de faire évoluer les usages et les mentalités dans les établissements de santé. Ça nécessitera, quoi qu'il en soit, une aide des pouvoirs publics pour inciter les établissements de santé à considérer cette technologie qui est encore méconnue. Sur l'ensemble du territoire, on doit compter une vingtaine d'établissements qui sont équipés. C'est très Donc c'est très peu. Mais alors justement, on va y revenir sur la difficulté éventuellement ou l'aide dont vous parlez au niveau des pouvoirs publics. Par contre, j'aimerais revenir sur quelles sont les économies que l'on peut faire grâce à un générateur d'oxygène par rapport au fait où on stocke l'oxygène. C'est-à-dire que là, vous êtes votre propre producteur, donc vous allez investir à un moment donné dans un équipement que vous allez amortir sur une très longue durée, puisqu'on parle d'un investissement qui s'amortit sur minimum 10 ans. Le coût de production, la matière première est gratuite, puisque c'est l'air ambiant. Donc, in fine, vous faites des économies très importantes chaque année sur votre budget oxygène. Cette économie, elle est très variable, puisqu'il n'y a pas deux hôpitaux qui payent le même prix pour l'oxygène, et elle est très variable aussi d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Par exemple, si on prend l'exemple de la France, les hôpitaux des DOM-TOM sont des hôpitaux qui ont généré des économies les plus importantes. Pour vous donner un exemple que j'ai en tête, le centre hospitalier de Polynésie française à Tahiti engendre une économie de près d'1 million d'euros par an. 1 million d'euros par an. Depuis l'installation de la centrale de production d'oxygène en 2013. Donc effectivement, on a du mal à comprendre comment ça se fait que les hôpitaux publics qui courent après l'argent ne mettent pas en place ce type de technologie. Absolument. Alors, vous avez dit donc il y a quelques secondes que c'est très difficile. Vous avez besoin des pouvoirs publics pour faire accepter finalement ce type de processus technologique. Donc, de mettre en place des générateurs d'oxygène, ce qui veut dire que l'hôpital produit lui-même sa propre oxygène selon ses besoins en plus. Donc jamais il peut être en manque finalement. On va revenir sur le nombre qu'il faut évidemment par hôpital, ça doit intéresser nos auditeurs, mais qu'est-ce qu'il faudrait au niveau réglementaire pour que vous puissiez mieux disons, répondre aux appels d'offres faits par les pouvoirs publics, finalement. Alors, les hôpitaux? La première chose, c'est de ne pas spécifier dans l'appel d'offres un mode de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un hôpital a besoin d'oxygène. Donc, il peut très bien établir son appel d'offres en explicitant ses besoins, mais sans limiter la réponse à un mode spécifique de production. Et aujourd'hui, la plupart des appels d'offres sont rédigés de telle manière que la réponse doit forcément être apportée selon un mode de distribution classique, c'est-à-dire via des livraisons et pas via une production in situ. Donc on n'a pas cette ouverture et on n'a pas non plus de la part des établissements forcément une connaissance de l'existence de cette solution. Donc vous êtes obligé d'aller taper à la porte de chaque établissement pour le moment, pour leur faire connaître cette solution? Oui, pour leur faire connaître. Alors évidemment, il n'y a pas un unique décideur, donc il faut parler aux médecins, il faut parler aux pharmaciens, aux ingénieurs biomédicaux, au directeur général, au directeur des achats. Donc c'est un processus. Donc c'est compliqué. C'est un processus qui est long, qui est compliqué, qui est nécessaire. Alors on le fait, on ne concentre pas non plus tous nos efforts dessus parce que sinon en attendant on ne ferait rien. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est quand même l'export qui est notre terrain de jeu. Mais on le fait et chaque année nous avons des références supplémentaires en métropole, nous avons des références supplémentaires dans les dom-toms et petit à petit on construit comme cela un ensemble de références qui vont faire se décider les références de demain. Mais est-ce que vous avez été rencontrer le ministre de la Santé pour lui en parler Alors, oui, on ne l'a pas rencontré. Régulièrement, on envoie des courriers pour resensibiliser sur le sujet, sur les problématiques que l'on rencontre. Nous avons fait aussi des démarches auprès de l'ANSM. L'Agence nationale de la santé. De la santé, absolument. Et puis des démarches aussi au niveau européen pour que la réglementation aussi suive, puisque l'oxygène est un médicament. L'oxygène est décrit dans la pharmacopée européenne en tant que
médicament. Il dispose d'une monographie. Et jusqu'en 2011, il n'existait pas dans la pharmacopée européenne de monographie pour cet oxygène produit sur site, puisque, un petit peu comme dans les appels d'offres d'ailleurs, le mode de production de l'oxygène était précisé dans la monographie de la pharmacopée européenne. Et il était précisé que c'était un mode de production par cryodistillation, qui est le mode de production adopté par les fournisseurs de gaz. Donc nous avons dû travailler à l'élaboration d'une monographie qui est spécifique à la production d'oxygène sur site. Ça a été un long travail, mais qui a payé, puisque voilà, en 2011, cette monographie a été publiée. Et là, en ce moment, nous travaillons à l'élaboration d'une nouvelle monographie qui permet de couvrir l'oxygène produit sur site en haute teneur, puisque pour l'instant, l'oxygène produit sur site, la monographie d'oxygène produit sur site est une monographie qui se limite à 96% de teneur. Et nous avons la possibilité de monter au-delà de 96%, mais pour l'instant, réglementairement, nous n'avons pas cette monographie qui permet d'encadrer l'oxygène. D'accord, et donc on comprend maintenant pourquoi c'est si long, puisque finalement, comme vous avez dit que l'oxygène est un médicament, elle doit suivre évidemment des certifications. C'est ça que vous venez d'expliquer un petit peu. Oui, en fait, voilà. Le générateur d'oxygène est un dispositif médical. Donc dans notre cas, on ne met pas sur le marché un médicament, on met sur le marché un dispositif qui produit un médicament. Donc c'est là la complexité, c'est parce qu'on passe d'un schéma où un hôpital va acheter un médicament qui est mis sur le marché, au schéma d'un hôpital qui va investir dans un dispositif médical qui lui-même produit un médicament. Donc on change complètement de concept, si vous voulez, et la réglementation n'est pas la même, et il n'est pas forcément aisé, notamment pour les pharmaciens, de s'y retrouver, puisque on change complètement un paradigme qui existait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Hein. Bien sûr. Les hôpitaux n'ont connu que ça. En fait, donc finalement, c'est une nouveauté même majeure que vous avez introduit sur le marché. Absolument. Et du coup, on voit que les mentalités sont longues avant que tout le monde comprenne. Oui. Et donc, on comprend mieux maintenant pourquoi c'est difficile au niveau de la réglementation et que c'est long de faire changer une réglementation. Oui, alors, et ce qui est intéressant, c'est que on constate un petit peu l'évolution dans les différents pays du monde. Hein. Donc il y a des pays qui vont plus vite que la France ou que l'Europe. Il y a des pays qui sont encore complètement fermés, où il n'y a pas une seule référence. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Des pays où il y a encore très peu de références, par exemple l'Allemagne, l'Italie sont des pays où il y a encore très peu de références, encore moins qu'en France. En France, du fait de notre présence, on a pu faire bouger un petit peu les lignes pour quand même équiper les hôpitaux. Puis vous avez des pays où par contre la production d'oxygène sur site est soit le moyen numéro un, parce que c'est des pays où pour le coup historiquement il y a des vraies problématiques de livraison d'oxygène, alors pour des raisons généralement soit géopolitiques, soit on pense à des pays qui ont connu la guerre, oui. Des pays où vraiment on ne peut pas imaginer d'avoir des camions chargés d'un gaz comburant qui circulent. Donc évidemment, ces pays-là sont quasiment exclusivement alimentés en générateurs d'oxygène. Mais on a aussi des pays, par exemple, comme la Chine, où vous avez là-bas un taux de pénétration d'environ 20%, donc qui est quand même assez important. Hein, 20% des hôpitaux chinois équipés de générateurs d'oxygène. L'Afrique est une zone où la génération d'oxygène aussi est très développée, parce qu'il y a des problématiques de livraison, des problématiques de disponibilité. Hein. Généralement, en Afrique, quand on installe un générateur d'oxygène, c'est pas pour remplacer, c'est pour amener de l'oxygène. Parce que ça n'existait pas auparavant. L'hôpital n'avait pas d'oxygène, et donc on vient oxygéner finalement cet hôpital. Et puis on a des pays, voilà, comme la France, développés, qui ont l'habitude d'utiliser de l'oxygène livré et qui progressivement adoptent la production d'oxygène. Alors, pourtant, vous avez parlé tout à l'heure d'économie possible pour un hôpital. Vous avez même dit que, vous l'avez vu, on a pu économiser 1 million d'euros en installant ce type d'équipement. Est-ce que malgré ces arguments-là, ça ne fait pas avancer plus vite la réglementation, ou en tout cas le langage des appels d'offres publics, bien sûr? Le fait est que non, puisque malgré les économies potentielles dans des établissements, on constate qu'il y a encore de trop nombreux établissements dans les dom-toms qui ne sont pas équipés. Et là-bas, pour le coup, l'économie serait extrêmement importante du niveau de celle que j'ai mentionnée, hein, pour la Polynésie française. Sur la métropole,
on peut imaginer que les prix ne sont pas les mêmes, donc l'économie va être moins importante. Aujourd'hui, quand on va voir un établissement, l'économie, on en parle évidemment, mais pour nous, c'est pas le facteur décisionnel. Le facteur décisionnel, c'est de dire je veux prendre une responsabilité environnementale et sociétale, je veux supprimer les rotations de camions, je veux m'affranchir d'une source extérieure qui pourrait poser problème dans une chaîne logistique. Voilà. Le cas de la pandémie, ça a été, je me souviens, on avait discuté il y a un certain nombre d'années avec le ministère de la Santé, et ils avaient dit votre solution, elle est bien dans le cas d'une pandémie. Parce que dans le cas d'une pandémie, où vous avez potentiellement moins de livreurs, moins de personnes dans les usines, comment faites-vous pour livrer l'oxygène? Et donc, ce qu'on mettait en avant, alors on parlait de la pandémie, mais c'est vrai que ça paraissait quelque chose d'assez théorique. On n'imaginait pas que ça pouvait nous arriver. C'est théorique, donc on en parlait, mais on va dire qu'on n'en parlait pas non plus que ça. C'est ces arguments-là qu'on va mettre en avant. Et d'ailleurs, généralement, les pharmaciens qui ont pris la décision, qui ont installé des générateurs d'oxygène dans leurs hôpitaux, quand ils vont parler à leurs confrères, ils ne vont pas forcément parler de l'économie en premier, ils vont en parler évidemment, mais ils vont surtout parler de la tranquillité, du fait voilà, ils sont autonomes, ils n'ont pas à surveiller le niveau de leur cuve ou de leur bouteille, ils n'ont pas à gérer les réapprovisionnements, ils n'ont pas à décrypter les factures qui sont généralement assez compliquées. C'est un sujet en moins et ils peuvent se consacrer à autre chose. Mais est-ce que vous disiez tout à l'heure que la rédaction des appels d'offres ne vous permet pas de répondre aux appels d'offres publics? Est-ce que la rédaction de ces appels doit être franco-française ou est-ce qu'il faut la réfléchir à un niveau européen? Alors là, c'est plutôt, je parlais plutôt d'une réflexion française sur la manière de procéder des hôpitaux en France. On ne connaît pas nécessairement les problématiques de rédaction des appels d'offres à l'étranger. À l'étranger, on travaille très peu avec l'hôpital en direct, dans un réseau de distributeurs qui, eux, répondent à des appels d'offres dans leur pays et qui gèrent ce type de problématiques eux-mêmes, chacun dans leur pays. Laurence Zenou, vous êtes directeur général de Nevers. Quels sont les derniers hôpitaux que vous avez équipés en France ou proche de la France et quel budget faut-il compter pour installer un tel équipement? Alors, le dernier en date, c'est justement cette mise en service de Wallis. Wallis et Futuna, donc la Polynésie. Au bout du monde. Les dernières expéditions là, que nous sommes en train de faire, aujourd'hui, nous expédions du matériel de production d'oxygène pour 3 hôpitaux de campagne en Espagne. Donc ça, c'est du matériel qui est en partance. Et si je prends l'exemple de la semaine passée, on a expédié un certain nombre de matériel pour des ONG, notamment pour Médecins sans frontières, pour l'Afrique, mais aussi pour Haïti, voilà, pour alimenter en oxygène des structures qui se montent pour traiter spécifiquement les patients Covid-19. Et donc, quel budget faut-il compter si un hôpital ou une clinique veut investir dans du matériel de ce type? Alors, c'est très très variable, puisque ça, évidemment, ça dépend de la capacité de production. On va dire que la fourchette va de 10 000 euros pour un petit équipement mobile d'appoint jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros. Bien sûr. Merci pour toutes ces précisions. Laurence Zenou, Jean-François Sévaux, je vous propose qu'on revienne avec vous dans quelques secondes. On va tout de suite faire une nouvelle pause de promenade musicale grâce à notre DJ Charlie. Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être. Bravo, pour faire du lobbying. Prophète dans son pays.
Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-François Benon, directeur général du CEVO, et de Laurent Zenou, directeur général de Novair, le fabricant français spécialisé dans les systèmes de gaz médicaux pour qu'un hôpital ou une clinique puisse produire lui-même son propre oxygène, donc avec des générateurs d'oxygène. Ça nous fait rêver, Jean-François Benon, là en plus, du fait de cette pandémie, on se dit aucun hôpital ne peut être en manque d'oxygène avec ce type de système. C'est une entreprise, c'est à la fois des solutions extrêmement innovantes, originales et qui sont pétries de bon sens. Quand on écoute effectivement ce que vient de nous dire Laurent Zenou, on se pose la question, on se demande comment se fait-il que tout ça ne soit pas déjà perçu, compris. Et l'autonomie en matière de production d'oxygène, ça paraît d'une grande évidence en réalité quand on vient d'écouter les argumentaires. On voit bien que le poids réglementaire, le poids des structures, le poids des lobbies peut-être et le poids des positions installées doit être compliqué. C'est pas toujours facile de faire bouger les lignes et dans le domaine médical encore plus, parce qu'il y a évidemment toutes ces réglementations qui ont été évoquées. Moi je voudrais simplement souligner combien nous dans le Val d'Oise on est très heureux d'avoir une entreprise, un groupe, parce qu'en fait c'est un groupe, il y a Novair Médical et Novair Industrie, je crois que c'est deux parties en fait dans le groupe. On connaît bien Novair parce que c'est une entreprise que l'on a accompagné au moment où ils ont décidé, il y a 2 ans à peu près, je crois, de s'installer sur un nouveau bâtiment à Roissy en France. Donc on a accompagné le président, qui est M. Bernard Zenou, qui est le président du groupe, et ils ont fait ce choix, effectivement, avec Laurent, de s'installer dans le Val d'Oise, à Roissy. On est très fiers d'avoir cette entreprise. J'ai eu la chance de la visiter à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'est très très impressionnant, et c'est une entreprise qui est vraiment qui a 2 caractéristiques à nos yeux, c'est qu'elle est à la fois totalement innovante dans un domaine qui est d'une vive actualité, ça c'est pas la peine de le redire, mais il l'a dit, M. Laurent l'a dit tout à l'heure, c'est une entreprise qui est également extrêmement tournée à l'international, et dans un nombre de pays que j'ai plus en tête, mais au moins dans au moins plus de 180 pays, je ne sais plus combien. Plus d'une centaine en tout cas, ça c'est sûr. Pour moi c'était 115, c'était le chiffre que j'avais. Plus le chiffre exact, mais enfin c'est très impressionnant. Et je crois que vous avez une filiale en Italie également. Oui, en Toscane. Voilà, en Toscane, voilà, une belle filiale en Toscane. Donc c'est vraiment l'exemple type, et tout à l'heure je parlais du fait qu'on a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui continuent malgré la crise à avoir des projets d'investissement, et c'est rassurant, et il faut encore s'en féliciter. Eh bien le groupe Novair est vraiment l'archétype des entreprises que l'on est heureux d'accueillir dans notre département, parce qu'elles sont à la croisée de ces 2 caractéristiques qui fondent la logique du Val d'Oise finalement. C'est l'innovation technologique d'un côté et l'ouverture à l'international de l'autre. Et d'ailleurs Novair, en choisissant d'implanter ces bâtiments magnifiques, d'ailleurs très très hauts bâtiments, à la fois dans la partie industrielle et dans la partie bureau, c'est vraiment un très beau site, dans le parc Paris Nord 2. Côté Val d'Oise, on a vraiment une entreprise là qui est à la proximité de l'aéroport, et ça paraît d'une grande logique quand on a la nécessité d'accueillir des clients, et ce choix logistique qui a été fait de s'installer sur la place aéroportuaire de Roissy était vraiment d'une très grande logique stratégique, et on est encore ravis d'avoir cette société dans le Val d'Oise. Alors justement, Laurent Zenou, parlons un petit peu plus industrie maintenant. Quelles installations faut-il? Quel type de matériel? Combien de personnes produisent tous ces matériels donc, pour nous permettre de respirer? Alors, nous avons 2 sites de production. Donc, le site principal à Roissy en France, qui est spécialisé sur notre activité médicale, donc qui fabrique les générateurs d'oxygène médical, mais aussi des systèmes de remplissage de bouteilles d'oxygène médical. Donc, nous avons sur le site de Roissy une petite 50aine de personnes, et un 2e site de production donc en Italie, plus spécialisé sur notre activité de production de générateurs pour l'industrie, qui occupe là-bas une trentaine de salariés. Voilà, donc la production se fait sur les 2 sites avec des spécialisations à la fois sur donc le domaine d'activité de nos clients, mais aussi sur la technologie, puisque les produits sont vraiment adaptés à l'application pour laquelle ils sont développés. Donc les générateurs d'oxygène que nous fabriquons à Roissy pour le médical sont très sensiblement différents des générateurs d'oxygène qui vont être fabriqués en Italie pour l'industrie. Alors, combien de personnes travaillent dans le groupe Novair? Alors, au global, sur l'ensemble des filières, on fait travailler une centaine de personnes.
Et donc là, pour vous, avec la distanciation, ça a été dur de vous adapter ou ça a pu se faire très facilement? Comment vous avez fait? Finalement, je trouve que ça a été plutôt un succès. On a très rapidement, alors l'annonce, vous vous souvenez, a été faite en plusieurs fois. Étapes, oui. Ça a commencé d'abord par les bars et restaurants, les écoles. Enfin voilà, donc très rapidement, on a monté une sorte de petite réunion de crise pour voir comment on allait s'organiser. On a tout de suite pris la décision de mettre en télétravail l'ensemble des collaborateurs qui pouvaient l'être. L'administratif en fait. Alors oui, essentiellement l'administratif, le commercial, le marketing. Voilà. Dès lors que la présence physique au bureau n'était pas obligatoire, les personnes étaient en télétravail. Donc ça a été fait tout de suite. Tout de suite, les personnes à la production ont répondu présent et ils ont tout de suite compris les enjeux pour la société et le rôle que nous avions à jouer à notre niveau, bien entendu de PME, dans cette crise, puisqu'on a tout de suite eu un nombre de demandes et d'appels du monde entier très très important. On a tout de suite compris qu'il allait se passer quelque chose et qu'on allait devoir nous organiser pour répondre à cette demande, parce que on est dans un métier de niche, il y a peu de sociétés qui font ce que nous faisons à l'échelle mondiale et nous savions que les capacités de production à l'échelle mondiale d'ensemble des producteurs ne suffiraient pas à couvrir la demande. Donc il fallait s'organiser et donc, je remercie vraiment l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et des personnes qui n'ont pas compté leurs heures, qui n'ont pas compté leurs dimanches, qui n'ont pas compté leurs jours fériés, qui sont venus travailler pendant toute cette période du confinement, malgré toutes les complexités que l'on connaît, pour pouvoir livrer les ONG, pour pouvoir livrer les hôpitaux. Et je suis très fier de ce qu'on a accompli. Et on n'a pas fini, puisque en France, on est dans une situation qui est en train, heureusement, de se résorber. Mais dans d'autres pays du monde, ce n'est pas encore le cas. On est même encore au début de la vague. Donc, nous avons encore beaucoup à faire. Vous pensez à quel pays quand vous dites qu'ils sont encore au début de la vague? Notamment aux pays d'Afrique. On a aujourd'hui beaucoup de projets à traiter des pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Alors du coup, vous êtes un ardent attentiste du redémarrage des vols commerciaux, j'imagine. Oui, alors... Sauf si vous avez le droit d'utiliser des avions privés, comment vous faites en ce moment? Nous avons, du fait de notre activité très, très exportatrice, nous avons dans la plupart des régions du monde déjà des ingénieurs, soit qui travaillent pour nous pour faire des interventions de mise en service, soit des distributeurs qui sont déjà formés. Donc, on va dire que le déplacement n'est pas obligatoire. Mais c'est pour nous quand même très important de se déplacer pour aller à la rencontre de nos clients, aller à la rencontre aussi des ministères de la Santé des différents pays, et puis aussi, je veux en parler, de participer à des salons. Toute notre activité de rencontre du marché qui se fait quand même beaucoup via des salons, on participe chaque année à près d'une vingtaine de salons, a été complètement stoppée. Et donc on se coupe un petit peu du contact dont on a besoin, parce que bon, les emails c'est bien, le téléphone aussi, mais il y a un moment donné il faut quand même se rencontrer. Et donc les salons, c'est une part importante du développement commercial? Oui, c'est une part essentielle. Donc c'est essentiel. Oui, essentiel. On participe à la plupart des salons internationaux du médical. Qui sont dans toutes les zones du monde, que ce soit nos salons qui ont été annulés sont, il y avait un salon en France, Hôpital Expo, qui a été reporté, un salon à Miami pour toute la zone Amérique du Sud qui a été reporté, un salon en Afrique du Sud pour toute la zone plutôt du sud de l'Afrique qui a été reporté. Donc tous ces salons-là qui ont été reportés. Ça risque à un moment donné de créer un engorgement d'ailleurs, parce que s'ils se replanifient tous au même moment, ça va être difficile d'y participer. À gérer. C'est une problématique. Alors, racontez-nous un peu l'histoire du développement de Novair, puisque c'est une entreprise qui existe depuis 1977.
Comment est venue l'idée de fonder ce type de système pour générer soi-même son propre air, si on est un hôpital public ou privé, une clinique en fait? Alors, donc la société a été fondée en 1977, c'est une société familiale, vous l'avez compris, un groupe familial qui a été fondé par mon père, qui vient du domaine de l'air comprimé et qui a monté la société Novair pour apporter une solution tout d'abord dans l'air comprimé, avant de parler de l'oxygène. Et est arrivé dans le médical à une époque où les hôpitaux, alors c'est intéressant parce que on peut faire un petit peu une comparaison avec ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir que les hôpitaux consomment de l'air médical, c'est-à-dire c'est de l'air comprimé, de l'air ambiant mais filtré, et qui est absolument vital pour les services de réanimation et les blocs opératoires. Et cet air médical, dans les années 80, il était reconstitué, c'est-à-dire que les hôpitaux achetaient de l'azote, les hôpitaux achetaient de l'oxygène et reconstituaient, remélanger l'azote et l'oxygène pour fabriquer de l'air. On ne savait pas faire autrement en fait. Alors on savait faire autrement, mais on va dire que ce n'était pas encore suffisamment peut-être fiabilisé pour assurer une certaine qualité de cet air médical. Ça coûtait une fortune évidemment, puisqu'on devait acheter 2 molécules qui étaient elles-mêmes issues de l'air ambiant, mais déjà séparées dans des usines, livrées, ça coûtait, c'était exorbitant. Et à cette époque-là, il y a eu une directive, une circulaire du ministre de la Santé de l'époque qui a dit aux hôpitaux, maintenant on arrête. Les hôpitaux, vous allez vous installer, vous allez vous équiper en compresseur d'air médical, vous allez devenir autonome, vous allez arrêter de reconstituer de l'azote et de l'oxygène, ça coûte une fortune, il y a une manière de faire autrement. Et c'est ce qui s'est passé, et donc Novair avait son mot à dire dans tout cela, puisque Novair fabriquait des centrales de production d'air médical, et donc c'est à ce moment-là que nous sommes vraiment rentrés dans le monde du médical en France, en équipant les hôpitaux avec des centrales d'air médical. Et finalement, ce qui est en train de se passer là, c'est un petit peu... c'est quand même très similaire à ce qui s'est passé il y a 30 ans, puisque aujourd'hui les hôpitaux achètent l'oxygène et nous, on leur propose maintenant de devenir autonomes. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés dans l'oxygène? C'est dès l'instant nous avions un premier pied dans l'hôpital, un premier pied dans le domaine des gaz médicaux en proposant de l'air médical. Très vite, on est arrivé naturellement à être consulté sur l'oxygène, bien sûr de l'export, pas de France, et petit à petit à s'intéresser à la technologie, à développer notre propre procédé. Et donc là, c'est comme une entreprise industrielle classique avec bureau d'études intégré. Absolument. C'est ça? Vous fonctionnez de la même manière? Oui, nous avons un bureau d'études en France, nous avons un bureau d'études en Italie. Nous développons nos propres produits, nous développons nos compresseurs. Nous assurons la conception, les essais. Nous travaillons aussi beaucoup avec tout un réseau de sous-traitants. On fait travailler, et ça, j'étais assez satisfait de cela, puisque pendant cette période très compliquée où un certain nombre d'entreprises n'avaient plus de travail, on a pu faire continuer l'activité d'un certain nombre de sous-traitants qui étaient fermés, qui ont rouvert pour nous, pour pouvoir nous alimenter en pièces usinées, en pièces de tôlerie, etc. Donc on n'a pas intégré dans l'entreprise l'intégralité de la chaîne de production, on sous-traite ce qui peut être sous-traité et on garde dans l'entreprise le cœur de la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'assemblage des équipements, leur conception, leur assemblage et les essais. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir comment alors, on a bien compris comment était partie l'idée, donc là on a compris également comment se passe le développement, j'allais dire, de réflexion, donc c'est un bureau d'études. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore améliorer la production d'oxygène, ou est-ce que vous voyez d'autres dérivés, peut-être pour le particulier à terme? Alors, le particulier, c'est un domaine d'activité qui est quand même très différent. L'oxygénothérapie à domicile se fait par des petits concentrateurs qui, effectivement, la technologie de base est très similaire, mais on est quand même sur des produits qui sont complètement différents, qui sont produits en masse en Chine ou dans des pays à bas coût et qui se vendent en volume. C'est-à-dire que voilà, les fabricants vendent des milliers, des dizaines de milliers. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Notre réseau, c'est vraiment l'alimentation principale des hôpitaux, l'alimentation des réseaux. Et autour de cette offre oxygène, nous avons bâti une offre bien plus complète qui consiste à réaliser intégralement tout le système de distribution de gaz médical de l'hôpital. Quel que soit le gaz.
Absolument. Donc aujourd'hui, nos chantiers en Afrique, par exemple, ce sont des chantiers de construction d'hôpitaux où Novair intervient en tant que sous-traitant pour le lot fluides médicaux. Donc nous assurons la conception des réseaux, l'installation de l'ensemble des réseaux de distribution jusqu'à la prise, jusqu'à la gaine tête de lit, donc qui est au-dessus du lit du patient, ou jusqu'au bras plafonnier qui est dans le bloc opératoire. Donc ça va beaucoup plus loin finalement en fait que la production purement d'oxygène. Oui, l'oxygène est vraiment le cœur, mais autour de cela, nous avons une offre que nous avons intitulée de la source au patient en fait. Notre offre permet de répondre aux besoins de l'hôpital sur l'ensemble de la problématique liée aux installations de gaz médicaux. Donc là, Laurent Zenou, vous êtes directeur général de Novair, on comprend que c'est plus facile lorsqu'on crée ou lorsqu'on crée un hôpital. Est-ce qu'on peut faire la même chose lorsque l'hôpital est construit dans une rénovation? Absolument. J'ai un exemple pas très loin d'ici. Il y a donc l'hôpital privé de la Roseraie qui est à Aubervilliers, qui est un grand hôpital privé, qui avait le projet de construire un nouveau bâtiment et qui nécessitait de désinstaller la cuve de stockage d'oxygène liquide pour pouvoir construire ce nouveau bâtiment. Donc un prérequis pour démarrer la construction du bâtiment était de trouver une place pour l'oxygène. Et la solution qui a été apportée par Novair a été de leur installer des containers de production d'oxygène sur le toit de la clinique existante. Donc actuellement, ces containers sont en place, ils alimentent la clinique et le chantier de construction de l'hôpital, du nouvel hôpital a pu démarrer. Alors on a bien compris que finalement maintenant le nouveau mot à la mode, ça n'est plus clinique mais hôpital privé. Il faut savoir que c'est la même chose. Merci Laurent Zenou pour ce tour d'horizon de Novair et puis pour ces nouveaux générateurs d'oxygène qu'il faut absolument finalement que le ministère de la Santé vous aide à implémenter et donc ils modifient leurs appels d'offres. Eh bien on espère qu'ils vont vous entendre grâce en partie à cette émission et puis on passera la bonne parole et bien sûr on mettra cette émission sur YouTube comme ça beaucoup pourront la voir. Jean-François Benon, peut-être on va changer de sujet si vous voulez bien et parler un peu des dernières enquêtes que vous menez au niveau de l'aéronautique parce que c'est quand même un gros secteur d'activité pour le Val d'Oise. Bon, on sait que c'est très, très difficile et très délicat même, j'allais dire, puisque j'ai annoncé ce qu'Air Canada a proposé. Et je vous rappelle que le directeur général d'Air Canada France habite d'ailleurs le Val d'Oise, est venu déjà 2 fois à ce micro. Et donc le groupe demande à ce que les gens prennent même des congés sabbatiques. Et ils envisagent même sur 2 ans, ça laisse pantois malgré tout. Oui, vous savez, dans le Val d'Oise, on a ces inquiétudes depuis le départ. Dès le début de la crise, lorsque le transport aérien s'est arrêté, j'avais dit à notre niveau, avec notre vision territoriale qui est concrète sur ces questions-là, qu'on avait des sueurs froides parce qu'on avait une incapacité à savoir combien de temps allait durer cette crise. Et quand vous voyez le trafic aérien se réduire sur un aéroport comme Paris-Charles de Gaulle à 5% ou un petit peu moins de 5% de ses activités, ça laisse effectivement, ça laisse pantois et ça inquiète. Dans le Val d'Oise, qu'on le veuille ou non, le Val d'Oise est un département qui est lié intrinsèquement à l'aérien, au sens large, à l'aéronautique, à l'aéroportuaire et au transport aérien. On va dire qu'on a toute la chaîne dans le Val d'Oise. On a évidemment, ce dont on parle le plus depuis quelque temps, c'est évidemment l'arrêt des vols de passagers, et Roissy est impacté brutalement. Je rappelle qu'il y a 77 millions de passagers chaque année à Roissy et qu'aujourd'hui on a simplement 5% du programme des vols. Une compagnie comme Air France doit avoir, au moment où je parle, une 50aine de vols par jour, ce qui est rien du tout par rapport aux milliers de vols et au nombre de passagers qui sont embarqués. Donc ça c'est le premier sujet, c'est l'avenir du transport aérien et vous avez raison de citer des chiffres qui font froid dans le dos là aussi. Vous avez cité Air Canada, c'est ahurissant effectivement, mais hier Emirates annonçait la suppression de 30 000 emplois. Ils étaient en train de dire qu'ils allaient sans doute mettre au sol et peut-être même se séparer d'une quarantaine de Boeing, d'Airbus 380, quarantaine, qui risque d'être hors service dans quelques semaines.
Le groupe Air France lui-même se pose la question de savoir s'ils remettront ou pas en service les 9 Airbus 380 dont ils disposent encore. Les Airbus 380 de British Airways sont stockés à Châteauroux sur l'aéroport et on ne sait pas s'ils vont revoler. Donc tout ça, ça donne quand même effectivement des sueurs froides, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez cité des licenciements annoncés chez Air Canada. British Airways, qui ne mâche pas ses mots, a annoncé il y a quelques jours 12 000 suppressions d'emplois. Le directeur général d'Air France, lui, a réservé ses perspectives, mais il est certain qu'il va y avoir un impact sur l'emploi avec une attrition, une réduction de l'activité du groupe Air France qui était évaluée au moins à 20% dans les 2 ans qui viennent. C'est pas neutre, ça va avoir un impact. Alors évidemment, il faut souhaiter que ça se passe par des départs volontaires, plus que par des licenciements secs, mais pour nous qui sommes dans le Val d'Oise, nous qui avons effectivement cette proximité, c'est plus qu'une proximité, ce travail collectif avec le monde aéroportuaire, on a vraiment des inquiétudes pour les salariés du département, et ils sont nombreux à travailler soit dans le transport aérien en direct, mais aussi dans toutes les activités connexes au transport aérien, le secteur aéroportuaire qui est énorme pour notre territoire. Je rappelle que l'aéroport Charles de Gaulle, c'est 92 000 emplois sur l'aéroport lui-même, mais c'est 300 000 emplois ou 400 000 emplois autour de l'aéroport, dont beaucoup dans le Val d'Oise, et évidemment, quand il y a cette récession, on s'inquiète. Sans parler des sous-traitants également. Énormément, et donc énormément de sous-traitants dans tous les domaines, notamment dans les services, y compris pour tout type d'emploi. On pense aux pilotes et aux hôtesses de l'air et aux stewards, mais il faut comprendre bien que derrière la chaîne de l'aérien, du transport aérien, il y a toutes les activités aéroportuaires, le personnel dans les boutiques hors taxes des aéroports, le personnel de sécurité, l'hôtellerie, la restauration, le transport, les taxis, les VTC, les navettes, etc. etc. Enfin, c'est terrifiant. Bien sûr. Donc ça, c'est la première inquiétude. Mais vous avez raison également de dire qu'il y a toute la chaîne logistique, et il se trouve que le Val d'Oise a été un des territoires en France qui a été un des berceaux de l'aéronautique. Au début du siècle dernier, c'est sur les bords de la Seine, à Argenteuil, que les premières usines d'aéroplanes, comme on disait à l'époque, ont vu le jour, et aujourd'hui encore, Argenteuil accueille le site de Dassault, dans lequel on fabrique à la fois la partie avant des Falcon et des avions d'affaires, mais également le Rafale. Donc, et nous avons dans le Val d'Oise, au fil des années, au fil des dizaines d'années, se sont implantées énormément d'entreprises, petites, moyennes et grandes, qui sont des sous-traitants de l'aéronautique et qui participent à la conception et à la fabrication des avions, que ce soit pour Airbus, pour Boeing, pour Embraer, pour tous les fabricants aujourd'hui ont des composants qui sont faits dans le Val d'Oise. On est même leader dans un certain nombre de domaines, tout ce qu'on appelle le fastening system, toute la fabrication des rivets que l'on trouve dans les avions. Vous savez, dans un avion, il y a à peu près 1 million de rivets. Ils sont fabriqués dans le Val d'Oise par deux grandes entreprises que sont Easy Aerospace d'une part et Alcoa d'autre part. Le Val d'Oise est un épicentre mondial de la fabrication des rivets pour les avions. Voilà. Donc toutes ces sociétés, qu'elles soient dans les fabrications des commandes de vol comme Collins, qu'elles soient dans l'accroche, les systèmes d'accroche, etc., sont aujourd'hui impactées parce que les compagnies aériennes sont en train de revoir à la baisse, je le disais en parlant des Airbus 380 et des sorties de flotte. On disait il y a quelques jours que 3200 avions passagers vont être amenés sans doute à partir à la casse. C'est énorme. C'est énorme. Oui, même les États-Unis ont peur de la suppression de compagnies américaines. Ça veut dire que derrière, les plans de commande vont être réduits dans des proportions à peu près identiques, puisqu'il y a cette absence de visibilité. Est-ce que ce virus va continuer? Est-ce que les passagers vont avoir envie encore de voyager? Est-ce qu'il va y avoir une remise en question d'un certain nombre de besoins de déplacement professionnel avec la montée du télétravail? Enfin, on est dans une incertitude complète. Et pour nous qui sommes, modestement, les territoriaux dans toute cette aventure qui est globale et mondiale, il est clair que le Val d'Oise c'est une petite partie, mais enfin, dans le Val d'Oise, c'est des sujets qui nous impactent directement. Et donc, que ce soit pour le transport aérien, pour les activités connexes aéroportuaires ou pour la filière aéronautique, il faut essayer d'anticiper autant qu'on le peut ces questions-là. Alors, modestement, encore une fois, à notre niveau, dans le Val d'Oise, nous avons lancé avec l'équipe du CEVO, dont une grande partie est encore en fonctionnement en télétravail, un travail sérieux, attentif de discussion avec les dirigeants des entreprises aéronautiques. On a dans le Val d'Oise un nombre très important d'entreprises aéronautiques, encore une fois petites, moyennes et grandes,
Et donc nous avons décidé de les interroger. Nous les appelons au téléphone, et depuis presque 2 mois, parce qu'on a bien compris que ça allait être un sujet, l'aéronautique, l'automobile aussi, d'autres sujets, mais celui-là, il va nous toucher beaucoup et très vite. Et nous avons décidé de les interroger, et nous avons donc passé beaucoup d'appels téléphoniques. Et on a eu beaucoup d'entretiens avec les dirigeants, et force est de constater que les inquiétudes sont réelles. Et elles sont encore difficilement mesurables, mais comme beaucoup de nos entreprises sont des sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3, de rang 4, elles ont à suivre les carnets de commandes, et aujourd'hui on regarde dans toutes ces entreprises la position de sociétés comme Boeing, comme Airbus, comme Embraer, comme Bombardier et d'autres. Et pour ne parler que d'Airbus, il suffit de suivre l'actualité pour avoir compris que la réduction d'activité allait être brutale. On parle pour l'instant de 30%, peut-être 50%. Alors c'est d'autant plus cruel que Airbus était il y a encore quelques mois, 2 mois, dans une logique de monter en production pour essayer de sortir à peu près 70 avions par mois à Toulouse, avec extension des capacités de production. Tous les sous-traitants en cascade d'Airbus, donc tous ceux qui sont dans le Val d'Oise, avaient été poussés par cette visibilité dont on nous parlait, 10 ans de visibilité sur les carnets de commandes d'avions, et donc tous les sous-traitants avaient été incités à investir souvent fortement dans l'usine 4.0, l'usine du futur, les nouveaux moyens de production, de la productique avancée. Et on a dans le Val d'Oise des entreprises qui ont mis des moyens considérables. On visitait avec M. Schroul, qui est conseiller régional et qui suit les questions économiques il y a quelques semaines encore, quelques mois, la société Lisi Aerospace à Saint-Ouen-le-Mône, qui a investi énormément de moyens financiers, qui avait recruté énormément d'intérimaires, de CDD, pour suivre la cadence de production. Quand il faut sortir 70 avions neufs uniquement à Toulouse, vous imaginez ce que ça veut dire en nombre de rivets à fabriquer. Voilà. Et donc c'est paradoxal parce qu'au moment où toutes ces entreprises ont investi, elles se sont endettées. Elles se sont endettées avec une visibilité très longue. Et aujourd'hui, on leur dit brutalement, ben non, le carnet de commandes, désormais, c'est moins 30, moins 50. Et dans certains cas, c'est 0. Et elles ne savent pas très bien où elles vont. On a des TPE dans le Val d'Oise, des petites entreprises de pointe qui sont parfois 10, 15, 20 salariés, mais qui produisent des pièces aéronautiques et qui avaient décidé de reprendre la production, y compris pendant la phase de reprise maintenant. Et leur carnet de commandes semblait encore à peu près solide. Et d'un seul coup, Airbus, les sous-traitants en cascade d'Airbus leur ont dit non, plus de commandes. Donc c'est dramatique. Donc tous ceux qui ont pris des emprunts, c'est dramatique. Des licenciements à imaginer. Déjà, tous les CDD, tous les intérimaires ont été renvoyés. Et on va maintenant arriver aux décisions cruelles, difficiles, pour les dirigeants de toutes ces entreprises. Et donc ça, vous voyez ça quand? Pour le mois de juillet? Très vite, très vite, très vite. Tant que pour l'instant, si vous voulez, il y a une certaine phase d'attentisme parce que l'État a pris des mesures très fortes avec le chômage partiel. Donc beaucoup de ces salariés font l'objet de mesures de chômage partiel. Mais dans les prochaines semaines, à mesure que les mesures de chômage partiel vont diminuer, il va bien falloir qu'elles diminuent à un moment donné, les dirigeants vont être confrontés à la décision la plus difficile qui peut exister pour un dirigeant. Est-ce que je garde mes salariés ou pas? Alors là où c'est très cruel, et je vais terminer là-dessus, c'est que dans les enquêtes que l'on mène actuellement, ça saute aux yeux. C'est que non seulement il va y avoir des pertes d'emplois, ça me paraît à peu près évident, à partir du moment où l'activité de production aéronautique risque de diminuer de moitié, ça paraît évident. Peut-être l'État peut-il intervenir dans la partie défense. On a de la chance dans le Val d'Oise d'avoir quelques entreprises qui travaillent à la fois pour le civil et pour le militaire. Pour le militaire, autour de Dassault notamment, on a peut-être des capacités de rebond plus rapides grâce aux commandes publiques liées aux militaires. C'est des questions. Peut-être les entreprises qui sont sur la défense auront peut-être un peu plus de résilience. Peut-être, il faut le souhaiter. On verra ce que le gouvernement va décider dans le plan de revitalisation qui va être engagé très vite dans cette filière. Mais ce qui nous inquiète, et je termine là-dessus, c'est qu'au-delà de l'emploi, c'est les questions des compétences techniques. Beaucoup de ces TPE, y compris des très petites entreprises, pour travailler dans l'aéronautique, ont besoin d'avoir des certifications très particulières, des certifications qui leur permettent de vendre des pièces aéronautiques ou des parties de pièces aéronautiques. C'est la JAR 145, c'est toutes ces certifications nord-américaines, internationales. C'est des certifications qui nécessitent des audits permanents, des visites, etc., parfois entre 2 et 4 ans pour les obtenir. En admettant que certaines entreprises petite taille soient confrontées à des chutes brutales d'activité, ça va se terminer par des licenciements, par le manque de trésorerie, tribunal de commerce et sans doute des disparitions d'entreprises. Et au-delà des emplois qui vont disparaître, 10, 15 emplois, on peut dire c'est pas beaucoup.
Sauf que, au-delà des emplois qui vont disparaître les certifications. Et les savoir-faire. Et les savoir-faire. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'on aura, pour la France et pour nos territoires, ça sera la perte de compétences. Merci beaucoup Jean-François Benon pour ce tour d'horizon dramatique malgré tout de l'aéronautique. On va finir sur une note un peu plus optimiste. C'est avec vous, Laurence Denou, pour Novair. Vous recherchez vous avez 3 postes à pourvoir. Ingénieur de bureau, responsable supply chain, monteur câbleur. Voilà, si vous êtes intéressé, contactez Novair à Roissy en France. Très bonne journée à tous. Notre émission s'achève et je vous dis bien sûr à demain. Ciao, ciao, portez-vous bien. Merci. Merci à vous d'être venus braver le danger. Remettez vos masques maintenant. Voilà.